Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur Parole d'honneur. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de rap, R-A-P. Tu connais un petit peu, Samir? Avec yo wesh, ça va la famille? On va avec Mehdi Maizi, le journaliste rap. T'as bossé à l'ABCDR du son, t'as bossé chez OKLM Radio, t'as fait des podcasts, notamment No Fun et Rap Jeu. Tout à fait, tout ce que tu dis est exact. Les titres, c'est pas ouf quand même, on est d'accord. C'est pas ma force. Rap Jeu. Mais non, c'est trop bien. Justement, c'était le truc le plus identifié possible. Je trouve. D'accord. On parle beaucoup de rap game. Donc rap jeu, c'était une rap play. Mais à la base, je voulais l'appeler. Ah oui, rap game. Ah oui. Ah oui. À la base, je voulais l'appeler rap game, mais il y avait une appli qui existait comme ça. D'accord. Du coup, on a dit rap jeu. D'accord. Bon, voilà. On reviendra sur ça. Tu t'es occupé de la playlist rap sur Deezer et tu bosses maintenant chez Apple Music et tu présentes Le Code. C'est réel encore une fois. Et tu nous sors, grande surprise, ce livre, Le rap a gagné à quel prix aux éditions La Fabrique. Alors, c'est ça la surprise. Mais c'est ça la surprise. C'est que moi, il y a plein de personnes, parce que La Fabrique, c'est nos amis à nous, le truc assez à gauche, tout ça. Et tout le monde a été étonné que tu sortes un livre chez eux. Avant qu'on en vienne à pourquoi tu as voulu écrire ce livre. Oui. D'où? Bah, à la base, ça vient d'eux. Et ça vient même d'une personne, pour être très honnête, ça vient de Stella. D'accord. Que vous connaissez, je crois. Ouais. Et qui travaille à La Fabrique depuis longtemps. Et qui suivait mon travail. Et moi, je suivais aussi le travail de La Fabrique. J'étais familier avec cette maison d'édition-là. Et je l'apprécie beaucoup. Mais à aucun moment, j'ai imaginé déjà réécrire un deuxième livre. Ah ouais, mais tu connaissais La Fabrique avant? Ouais, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, j'avais beaucoup de respect. Je dis. Mais. Et elle, on se parlait vraiment depuis 2020, je crois, un truc comme ça. Et donc même, elle m'envoyait des livres régulièrement. Donc oui, bien sûr, j'étais familier avec ce travail-là. Mais moi, déjà, j'avais pas forcément de livre en tête. Et encore moins, je m'imaginais pas être publié là-bas. Donc c'est vraiment elle qui a fait un peu ce forcing-là, qui m'a convaincu. Et ce livre existe aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi toi, qu'est-ce qui t'a motivé d'écrire? Est-ce que pour toi, c'était aussi un truc de crédibilité journaliste? Il faut un livre ou pas du tout? Non, pas de crédibilité. C'était plus un côté, tu sais, déjà revenir à l'écriture. Parce qu'en fait, moi, ça fait 10 ans maintenant que j'écris plus quasiment. Je parle dans un micro tous les jours presque. C'est devenu un peu facile. Mais du coup, quand t'es comme ça, t'es toujours un peu dans le flou d'actualité. Et je crois que tu prends moins le temps juste de te poser parfois. Et donc, tous les thèmes que j'aborde dans le livre, en vrai, j'en ai déjà parlé dans des émissions. Mais j'ai jamais pris la peine et le temps de consolider un peu la pensée. Et donc c'était vraiment ça, le côté, c'était plus qu'une question de crédibilité. C'était vraiment pour moi, enfin déjà c'était pour Stella, pour qu'elle me laisse tranquille. Pour qu'elle me lâche. J'attendais en bas de chez toi. C'était déjà pour se débarrasser de ce, voilà, beaucoup d'amour pour Stella, mais surtout pour marquer un peu aussi, peut-être, je pense, une pensée, et peut-être même boucler une boucle. Tu vois, moi ça fait 11 ans que je fais ça, vraiment, que c'est devenu mon taf. Je vais bientôt avoir 40 ans. Ça permettait aussi vraiment de faire une forme de bilan, je pense, pour moi. Ouais. Voilà. Et ça te permet aussi de toucher un autre public, j'imagine. Est-ce que tu penses que ceux qui écoutent du rap vont beaucoup lire ou Je sais pas. Est-ce que tu as une cible quand tu écris ce livre ou Moi j'en ai aucune, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont pas forcément, je pense, issus du public rap traditionnel, qui tombent dessus, ou qui lisent, ou qui me font des retours. C'est aussi dû à la promo que tu fais. Je pense que c'est aussi dû à la maison d'édition qui touche un public qui est pas forcément le mien à la base. Donc oui, mais j'avais pas de cible, non. Mais je me rends compte que c'est pris, en tout cas, lu par des gens qui sont pas forcément devant mes émissions toutes les semaines, mais vraiment d'autres personnes, je pense. T'as eu des retours, il y a des personnes qui t'ont écrit pour te faire tous les jours, retour sur la lecture de la exactement, du livre et tout. T'as des gens qui sont pour le coup très familiers de ce que je fais, donc c'est cool, mais c'est moins surprenant. Et parfois des gens qui me disent qu'ils m'ont soit découvert via une émission sur tel média ou sur France Culture quand j'y suis allé. J'ai eu beaucoup de retours sur l'émission de France Culture, qui était très cool d'ailleurs. Et donc voilà. Mais bien sûr, beaucoup de retours de gens qui sont pas forcément familiers avec mon travail à la base. Ce qui est cool en vrai, de toucher d'autres gens en vrai. Et Wissam disait que tu avais travaillé à OKLM, donc tu as été collègue de Booba alors. Plus que collègue, j'étais on va dire un de ses employés. Enfin employé, on n'était pas employé. Mais tellement fan. Il est sympa. Dans la vraie vie, il est sympa. En tout cas, il est comment? C'était le média qu'il avait créé, bien sûr. Et moi, j'anime une émission quotidienne là-bas, de 2016 à 2019. Mais au quotidien, on travaillait pas ensemble. Mais oui, bien sûr, c'était son média complètement. Avant qu'on discute plus largement du livre, il faut qu'on te prévienne que nous deux, on est quand même des boomers un peu du rap. Ouais. On est des boomers qui s'acceptent, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mode Vous faites pas de jeunisme. Voilà, on fait pas de jeunisme. Moi, je suis un peu dépassé. En plus, les rappeurs que j'écoute maintenant, c'est ceux qui rappent un peu à l'ancienne, Alpha One et Rémi, tu vois. Donc,
moi, on va quand même te mettre au défi de réussir à nous convaincre de réécouter aussi le rap de maintenant. Et moi, en lisant ton livre, Je me convainc que le rap a gagné. et que le rap a gagné. Ouais. Mais aussi, moi, en lisant ton livre, j'ai l'impression, alors tu me dis si c'est ça ou pas trop, que l'idée aussi, c'est de parler aussi à des boomers comme nous, qui sont un peu en mode le rap est devenu trop mainstream. Et toi, tu dis oui, c'est devenu mainstream. Alors il faut toujours faut toujours être vigilant, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, c'est pas en fait, il y a. Je pense qu'on développera là-dessus, mais je pense que oui, bien sûr qu'il y a des aspects négatifs au fait que ce soit devenu mainstream, au fait qu'une contre-culture devienne aussi populaire et donc écoutée par autant de personnes différentes, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on a tous voulu, et je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire que moi, quand je dis qu'aujourd'hui, quand je dis le rap a gagné à quel prix, je pense qu'en devenant populaire, tu laisses quelques plumes, tu perds quelques éléments, mais je suis pas en train de dire que c'est la faute d'un tel ou un tel. Moi, force est de constater que je fais partie de ce système-là. Donc je suis un journaliste rap dans un média identifié qui appartient à une multinationale. Je vais pas me faire passer pour quelqu'un qui fait pas partie du problème, si tant est qu'il y en ait un. Mais oui, je pense que on n'arrête pas de dire que, tu vois, de se gargariser du fait que les rappeurs ils remplissent des stades en quelques minutes. C'est le cas de Nino au Stade de France ou des grandes salles. Ça, si on trouve que c'est une bonne chose, c'est parce que le rap est devenu mainstream. Donc c'est parce que si d'autres personnes qu'un public, on va dire, underground ou passionné de rap, c'est aussi grâce au fait qu'il y ait des gens qui écoutent du rap comme on écoute de la pop, écoutent Nino, Damso, et c'est aussi eux qui permettent à ces artistes-là d'être aussi puissants aujourd'hui. Donc ce côté mainstream-là, on peut le critiquer, mais il apporte aussi beaucoup de visibilité, de pouvoir, d'argent à ces artistes-là qu'on n'avait pas il y a quelques... Donc voilà, c'est un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir là-dessus. Mais après, le rap est devenu mainstream, mais il est aussi devenu beaucoup plus multiple qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes différentes. Ouais, complètement. Mais donc en fait... J'allais aller sur ça, c'est que moi, il y a aussi un truc. Est-ce que au final, on devrait pas arrêter de dire le rap, tu sais, et un peu comme le métal, de dire il y a 150 genres de métal, et en fait... Il y a qu'un seul métal, c'est faux. Ah non. Le mec qui n'y connaît rien. Oui, voilà. Mais bien sûr. de dire qu'en fait, il y a 150 scènes de rap différents, et que juste, parfois, c'est cyclique sur celui qui va le plus être écouté. Je suis entièrement d'accord. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que, tu vois, je pense qu'il y a 25 ans, si on était 3 fans de rap ici, je pense que si on... C'est en 2000. Ou un truc comme ça, voilà, exactement. Je pense que si, oui, je pense que si on donnait tous les 3 notre top 10 de rappeurs français, on aurait des noms en commun. Je pense que ici, maintenant, en 2025, on peut être 3 fans de rap différents et ne pas du tout écouter les mêmes artistes. Il y a tellement de scènes différentes, de sous-genres de rap. Et quand je dis sous-genre, c'est pas péjoratif, c'est pour dire des niches, entre guillemets. Tu peux être un fan de Laylo, Winter Zuko, etc. Toi, tu vas me dire, mais je sais pas qui c'est. Moi, j'écoute Alpha One, Ness, etc. Et l'autre, il va me dire, moi, j'écoute SDM, Tiakola, Gazo. Donc, en fait... Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il n'y a jamais eu un seul rap, mais plus que jamais aujourd'hui, c'est le cas. Vraiment, là, il y a beaucoup de rap différents, et je pense qu'il y a des gens qui écoutent du rap, mais en fait, par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait une interview chez Get Busy, donc je suis très heureux d'être interviewé là-bas, et c'est des vrais auditeurs de rap qu'on écoute tous les jours, mais ils ne connaissaient pas Tiakola, par exemple. Peut-être parce qu'ils sont aussi plus dans une esthétique un peu à l'ancienne, mais pourtant ils écoutent du rap tous les jours. Moi, ça m'a surpris que ce soit possible, mais c'est le cas, et je pense que c'est le cas de plein de publics aujourd'hui. Et tu penses que c'est possible, parce que là on parle du succès commercial du rap, est-ce que tu penses que c'est possible d'allier une musique rap de qualité, après il faudrait savoir aussi ce que c'est la qualité dans le rap, avec un succès commercial? Ah ouais, bien sûr. PNL, tu vois, enfin après, je veux dire, c'est un exemple d'une musique qui est devenue super populaire, et puis même, il y a plein d'artistes, même si on sort du rap, il y a plein d'artistes pop qui ont fait de la grande musique ou qui font de la grande musique. Bad Bunny aujourd'hui, c'est un des artistes, peut-être l'artiste le plus populaire au monde. Le dernier album est incroyable, et les fans l'adorent, la presse spé l'adore. Donc ouais, moi je pense qu'être populaire, c'est pas forcément antinomique de la qualité. Après, ce qui est sûr, c'est que quand t'es populaire, t'acceptes des choses, t'en refuses d'autres. C'est plus une question de mentalité, je pense, qui peut changer, mais c'est pas incompatible avec la bonne musique. Et là, du coup, ça renvoie justement au sous-titre à quel prix. C'est-à-dire que effectivement, comme tu disais, que ce soit les rappeurs ou l'économie autour du rap, des rappeurs, etc., a beaucoup profité de la massification. Il y a eu une massification. Moi j'ai écouté du rap vraiment depuis le tout début. Ouais. Donc petit à petit, j'ai vu... Ouais, c'était vraiment pour le vanner, Benny B, parce que c'est vrai que non, mais en tout cas oui, depuis vraiment les premiers albums d'IAM, NTM, etc. Mais là aujourd'hui, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait 3-4 groupes qui dominaient, et les autres, ils rappaient en gros dans leur quartier, quoi. Tu vois, plus ou moins. Je caricature, mais plus ou moins c'était ça. Et là aujourd'hui, t'as des mecs.
Et t'en parles dans le livre, je veux dire, ils peuvent devenir stars, mais réellement stars, en 1 ou 2 morceaux. En 1 ou 2 TikTok. En 1 ou 2 Pour de TikTok. vrai, Voilà. c'est même pas une vanne. Donc bien sûr, c'est... En fait, Mais du coup, excuse-moi, Je t'en prie. pardon de te couper, mais du coup, comment dire, justement, qu'est-ce que ça dit de la musique? Qu'est-ce que ça dit du rap en tant que tel, si justement on se place comme, on va dire, l'avocat du diable, si on peut dire, du coup, les albums, tu vois, la notion d'album, la notion de carrière, etc. Ça dit plein de choses. Ce qui est vrai déjà, je pense que dans ce que tu dis, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque dont tu parles, déjà on ne faisait pas du rap pour faire carrière. Ça n'existait pas être rappeur professionnel. Ça l'est devenu... en fait. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans le rap comme on peut se lancer dans le foot, en se disant ouais, j'aime bien ça, mais il y a moyen de douiller en fait. Il y a moyen de faire de l'argent. Et je peux pas en vouloir non plus. Un ou une jeune qui se dit bon là... je suis pas trop mauvais, il y a peut-être moyen d'aller prendre 500 000 balles chez Sony ou chez Universal en avance, ça va changer ma vie et la vie de ma famille. Donc je peux pas en vouloir aux artistes et à cette démarche-là, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on est là-dedans aujourd'hui. Être rappeur, c'est un métier, c'est potentiellement, c'est une orientation professionnelle. Tu vois, pour... Moi, ça me fait penser un peu au projet Mbappé, quoi. C'est-à-dire Mais que tu peux changer de vie en quelques mois. Exactement. Et t'expliquer que, par exemple, il y avait je sais pas si on dit des majors, enfin des labels, tout ça, qui mettent beaucoup d'argent sur un gars qui est devenu connu sur TikTok, par exemple, qui mettent énormément d'argent, donc qui prennent un risque pour simplement le bloquer. Absolument. Et ça existe tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le rap a rapporté tellement d'argent sur les 10 dernières années, on a eu tellement d'énormes succès, cité PNL, Jul, on en parlait hors antenne, mais plein d'autres, Nekfeu, Nino, bref, ça a tellement généré d'argent qu'aujourd'hui, il y a une guerre et des enchères qui se font dès que tu as un artiste qui a... Et moi, on parlait avant, on disait oui, moi je suis encore dedans, etc. Moi, je suis dépassé aujourd'hui par rapport à... Quand je parle avec certains contacts de maisons de disques, des fois ils me disent oui, on est en train d'essayer de signer tel artiste, je le connais pas, et déjà les chiffres sont... Et j'ai pas l'impression de devoir de connaître tout le monde, mais si moi je le connais pas, le grand public est loin de le connaître encore, et on est déjà sur des chiffres qui sont lunaires. Et une fois, et quand tu parles par rapport aux albums, etc., à chaque fois je cite cette anecdote-là, mais moi j'ai été élevé au format album, donc je suis attaché aux albums. Mais en même temps, je sacralise pas ce format-là, parce que c'est quand même un format qui a été imposé par l'industrie à un moment, par rapport au fait qu'il y avait tant de place sur un CD, donc c'est devenu le format un peu... roi de la musique, tu vois. On jauge un peu un album par rapport aux grands classiques des 60 dernières années. Mais avant ça, il y avait déjà de la musique. Il n'y avait pas forcément des albums. Donc moi, je me demande, est-ce que l'album, c'est encore un format pertinent aujourd'hui dans un rythme où il y a énormément de musique tout le temps. Et j'en parlais une fois avec quelqu'un qui gère une grosse maison de disques en France. Et je disais, mais pourquoi est-ce que on signe encore pour des albums? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas signer pour un EP ou pour des singles, créer un autre modèle économique, tu vois? Et cette personne-là me répondait, me disait, mais en fait, aujourd'hui, les artistes rap demandent tellement d'argent et jouent tellement la surenchère entre les labels que pour rentabiliser ces avances-là qu'ils nous demandent, on doit sortir des projets très longs, parce que dans le streaming, la grande différence avec avant, c'est qu'avant que tu sortais un album comme Thriller de 10 titres ou un album de 30 titres, si t'en vendais 1 million, t'en vendais 1 million. Aujourd'hui, plus il y a de morceaux en streaming, plus tu génères d'argent, puisque c'est au nombre de streams. Donc entre un projet qui a 5 titres et un projet similaire qui en a 20, ben, celui qui en a 20 générera plus d'argent. Donc, il y a aussi ce côté-là, on signe de plus en plus d'artistes pour des projets de plus en plus longs. Donc c'est là où effectivement ça peut déprécier la qualité, puisque c'est un peu maintenant, tu vois, les albums, c'est un peu des studios à ciel ouvert, quoi. Il y a moins de filtres. Tu vois, à l'époque, tu parlais d'IAM. IAM, il y avait, je sais pas, 3-4 ans entre chaque album. Mais pendant ces 4 ans-là, ils faisaient pas que 15 morceaux. Ils en faisaient énormément. Et d'ailleurs, après, grâce à Internet, on a découvert plein de morceaux. Oui, et puis même des morceaux qui sortaient pas et qui sont sortis après via des phases B, des choses comme ça. Aujourd'hui, tout sort. Tu vois, donc il n'y a pas de filtre. Même ce qui n'est pas bon, même ce qui n'est pas au niveau des artistes. Et je pense que même les artistes parfois sont pas forcément contents. Mais ils disent, bon là, franchement, j'ai rien sorti pendant 6 mois. Est-ce que je balance pas un petit EP de 5 titres? Avec un peu de chance, il y en a un qui va devenir une trend sur TikTok. Et donc un tube après. Et donc jouer en radio. Et donc c'est ça en fait que tout mais ça peut aussi. jouer sur la qualité. Évidemment. Et aussi ça joue, tu le disais, mais aussi sur le temps de la musique, aussi sur les trucs. C'est vrai que des morceaux comme t'avais de IAM, des trucs qui durent 10 minutes ou qui t'installent une atmosphère de ouf, j'ai l'impression que ça n'existe plus, ça marcherait pas. Ça existe encore. Après, est-ce que ça marcherait? C'est une autre question. Ouais. Mais c'est sûr que le format mainstream du rap actuel, c'est pas ça. Et même
Le streaming a en fait complètement modifié la structure C'est des pas morceaux. fondamentalement une nouvelle chose. Non, Voilà. parce qu'on peut faire des grands morceaux, mais comme la radio à l'époque, tu sais, il y avait des formats radio, et d'ailleurs qu'on n'aimait pas trop. Tu sais, il y avait un côté commercial avec un morceau de 3 minutes 30, avec un refrain chanté par un chanteur ou une chanteuse R&B. C'était un format qui a été imposé par la radio aussi. Donc ouais, le streaming, et même, je reparle de TikTok, mais c'est même pas pour critiquer, parce que c'est juste factuel. TikTok, ça a encore raccourci encore plus les morceaux. C'est-à-dire que là, on a des morceaux avec un couplet, un refrain, et ça marche. Tu vois, c'est-à-dire que demain, peut-être qu'il y aura quoi, un refrain dans le morceau, tu vois. Genre, le nouveau morceau de Wissam. Non, mais je vois déjà dans le chat, il y a des gens qui sont déjà un peu en mode pas content parce que alors on a Ah ouais, un par public contre. assez gauchiste, hein, Oui, je te oui. préviens, et en mode mais il cache le fait que ça promeut des artistes qui sont un peu consensuels et vides. Alors ça peut être vrai, mais j'ai aussi l'impression, pour la critique sur les boomers, qu'on a tendance à oublier les artistes nuls qu'on avait aussi, tu vois. Je veux dire, je suis désolé, Camaro, il y avait plein d'albums et de titres qui ont fait du succès qui étaient pas ouf, les gars. C'est juste des. Merci. Et je pense qu'ils ont raison, il y en a plus aujourd'hui. Mais parce qu'il y a plus de choses. Exactement, il y a plus d'artistes rap tout court. Donc c'est vrai que je peux comprendre que quelqu'un qui suive ça, soit de près ou soit de loin d'ailleurs, se dise mais il y a beaucoup de soupe aujourd'hui parce que c'est une réalité. C'est tant est qu'il faille définir ce qu'est la soupe, mais il y en avait avant. Je veux dire, le nombre de rappeurs qu'on trouvait flingués avant, on disait les Wack MC. Bah, Tony Parker a sorti un album, tu vois. Et donc, en fait, il y en a toujours eu. Et il y a toujours eu des gens qui ont été. Même, tu parlais de Benny B, qui, pour le coup, il y a eu plein de groupes qui ont été critiqués un peu injustement parce que Benny B, des gens super hip-hop qui viennent vraiment. Ou Kamel d'Alliance Ethnique, c'était vraiment des groupes. Moi, je les mettrais Alliance pas dans la Ethnique. même, parce que j'ai vu ça dans le Moi livre, non je les plus. mettrais pas dans la Non, même non, case. en tout cas, ils ont été critiqués. Ouais. Le nombre de gens qui disaient Alliance Ethnique. Ouais. Tony Parker, c'est Le nombre de mecs avait quand même Fabolo, c'est Booba en feat sur son album. Hein. Mais le le nom. Booba l'a désavoué récemment. Ah, peut-être, je sais pas. Mais c'était quand même un petit événement à Ouais, l'époque, tu vois. bien sûr. Mais en tout cas, oui, il y avait. En tout cas, je pense qu'à un moment, il y a ces artistes-là qui étaient. Moi aussi, moi j'ai beaucoup de respect pour Alliance Ethnique. En plus, j'habitais à Montataire, ça venait de Creil. Donc c'était le 60. Pour une fois qu'on avait une star du 60, j'allais pas la critiquer. C'est comme le vin avec Le premier l'âge. rebeu beau gosse. Le premier rebeu beau Ça, gosse. c'est un des premiers rebeux Franchement, stars, même tout court. ouais. Il y a eu Smaïn et Kamel en vrai. Non, mais Même, tu vois, même- je parle dans la musique, Ouais, ouais, dans c'est le premier. le monde musical, tu vois, le mec beau gosse, bonne musique. Ouais, ouais, Ça Franchement, t'a il y a- marqué, ça. il y a mais oui, parce que franchement, mais oui, Non, mais parce je suis que corda. si tu veux, quand t'as Il y avait un truc côté d'identification. voilà, et tu vois ça et tu dis, ah ouais, c'est Ouais, possible. ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi en plus il venait de la ville d'à côté. Donc tout le monde avait genre une histoire avec lui, tu vois. Ouais, tu sais, il a une balafre là, c'est moi qui lui ai fait. Tout le monde s'inventait parce que c'était vraiment une superstar en fait, Kamel. Donc mais ouais. Et, Parisien du Nord, Clando d'abord. Ouais. de quoi? Parisien du C'était Nord. le C'est morceau celui avec Chef ça. Mamie, là. Ouais, Voilà. exactement. Vous m'avez trahi comme Exactement. ça. Et est-ce que toi, alors là, je vais une question qui est plus subjective, hein, pas d'analyse de. Est-ce que parce que là, tu parles des périodes du rap, la période de la déprime et tout. Est-ce que toi, t'as une période favorite quand même? Et fais-moi pas le truc consensuel, c'est toujours mieux maintenant. Si t'as pas un truc, t'es plus Non. attaché. Moi- il a poussé ta flex. Bah, moi je suis très attaché. Ah les gars. Moi je pense que la réponse elle est très simple. Elle est pas consensuelle, elle est même attendue. Je pense que ce que tu préfères c'est toujours ce que tu découvres quand t'es ado. Ouais. Que ce soit mieux ou pas. Donc évidemment que mes albums préférés, ce sera toujours des trucs qui sont sortis en 98. Donc c'est Les Sages Poètes de la Rue jusqu'à l'amour, c'est L'école du micro d'argent, c'est Métèque et Mad. Bon ça c'est pas en 98, c'est un peu avant, mais c'est ça, tu vois. Mais il y a des albums qui m'ont vraiment marqué, qui sont sortis en 2015, tu vois. PNL, moi c'est super important. SCH, enfin il y a des trucs moins connus aussi, des Joe Lucas. Donc il y a plein de trucs, mais oui, moi ma période préférée, c'est clairement la fin des années 90. C'est sûr que c'est l'esthétique de rap qui me parle le plus. Mais parce que voilà, j'étais ado. Eliem et Daft Punk. Non, mais Mais il y a une densité quoi. Dans cette année, surtout l'année 98, année 98, 99, Rends t'as compte. une densité d'albums. Fab, détournement de son, Non, Arsenic, tout ça c'est 98. Hein. T'as IAM, t'as NTM qui Ouais, sort ouais. des gros albums. Arsenic, t'as 98 aussi. tout le secteur A, etc. Exactement. Franchement, il y a- Gynéco. à ce moment-là, c'est en 98 Non, la c'est un peu première avant. consultation Non, première consultation c'est soit 96, 97, 96. 96. Je crois que c'est 96. Je crois que C'est un c'est de mes albums 96. préférés. Bustaflex. Ouais, Enfin, Bustaflex. Franchement, t'as une densité de ouf. Complètement. Dans cette Complètement. période-là. Ça veut pas dire que c'est mieux dans le sens qualitatif, Non, artistique. mais c'est un. mais dans l'histoire Oui, du rap, je trouve que hein, Ouais. c'est une sorte de moment voilà, où tu rêves les yeux ouverts. Et quoi. je pense que la nouvelle génération, entre guillemets, a eu l'impression de vivre ça aussi avec 2015. Ouais, ouais. Où t'as PNL, Hamza, Niska. SCH, Niska, tout ça. Tu vois, Juste toute cette l'enfoiré. époque-là. Exactement. Et je pense que pour eux, c'est similaire Ouais, en ouais, termes c'est vrai, d'effervescence. Et c'est quoi ta dernière grosse claque musicale? Théodora.
Théodora, en tout cas en France. En France, Théodora. Et en plus, c'est quoi? C'est-à-dire que quand c'est sorti, j'ai trouvé ça trop bien. Je l'ai pas trop réécouté parce que l'actualité, et là j'écoute que ça en ce moment-là. J'écoute que ça depuis 2 semaines, mais vraiment que ça. Ouais, Théodora, parce que ça. Après, c'est pas uniquement du rap, c'est ça qui est excitant d'ailleurs, c'est que ça va dans plein de genres différents. En fait, son projet, c'est un bordel, mais génial. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est. C'était du bouillon. Je croyais que c'était une insulte. J'étais en mode, c'est pas sympa ça. Mais en fait, c'est un genre musical. Ouais, c'est un genre musical. Il y a un morceau de rap, il y a. Enfin, tu vois. C'est un mélange de plein de styles. Non, c'est un genre musical. Ouais, c'est un genre musical. Donc, il y a plein de choses différentes et à chaque fois, c'est super maîtrisé. Donc, c'est très enthousiasmant, je trouve, comme projet. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est la dernière claque que j'ai prise. Hein. En plus, elle a été promue par la Zawa. Bah grave, oui, grave. bien sûr. Elle était au dernier Zawa Show, je crois. ouais. Elle était même au premier Zawa Show. Au premier, Et je crois, surtout ouais. que aujourd'hui, on est, en tout cas pour ma part, je suis orphelin de Diams, la rappeuse. Paix sur elle si elle écoute. Ouais, Mais, si elle écoute, paix sur elle. Paix sur elle. On aurait dit qu'elle était morte. Non, paix sur elle. J'ai pas dit. Non, paix à son âme, c'est pour le pape. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de rappeuses françaises, je veux dire. C'est vrai que. Mélenchon a connu Théodora avant Mehdi Maizi. C'est faux. Moi, on en parlait dans mes émissions, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Sandra Gomez, une journaliste que je salue, qui en parlait très tôt. Qui était venue aussi aux Zawa Show. Tout à fait. Tout à fait. Pardon, je t'ai coupé. T'es sur PDH? Non, pas du tout. Je te disais surtout qu'il y a peu. C'est vrai que pour pas dire pas de rappeuses en France. Je parle en France. Il y en a. Je parle quand je dis il y en a pas qui sont Voilà, qui sont très en avant. C'est ça quoi. le problème en fait, Ouais. c'est qu'en fait, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont talentueuses. Franchement, je peux en citer plein. De là, la Ace, à Vicky, en passant par le Juice, tu vois, bon, Théodora, Asinine. Moi, je suis fan d'Asinine. Il y en a une qui était sortie de la première saison de Nouvelle École, je sais plus comment elle s'appelait, qui Sur était la vraiment, que première je trouvais saison vraiment pas mal. J'ai pas son nom. Ok, je l'ai plus en tête comme ça, mais moi je suis très fan d'Asinine, que j'aime D'accord. beaucoup, qui est une artiste marseillaise. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas le manque de talent, c'est pas le manque de femmes, c'est la manière dont l'industrie, les médias n'arrivent pas ou ne veut pas, j'en sais rien, les mettre davantage en avant, parce qu'en fait, il y a aussi un public qui est beaucoup plus dur avec les femmes qu'avec les mecs, mais globalement sur ce milieu-là, c'est-à-dire qu'en tout cas, moi je parle du milieu que je connais, que ce soit avec les journalistes femmes plutôt qu'avec les journalistes mecs. Moi je me souviens quand j'ai commencé vraiment à bosser avec plusieurs chroniqueuses à l'époque chez OKLM, mais quand une femme faisait la moindre erreur, elle avait rien à foutre autour de la table. Alors que quand un mec ou moi je faisais une erreur, bon mais Mehdi il connaît, donc il s'est juste trompé. Donc il y a vraiment un truc qui est je pense très violent. Pour, Même dans le ouais, public, complètement. J'ai l'impression que nous, on a un peu plus de mal à voir des rappeuses, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus accepté. Ouais, Même dans le public, on a beaucoup du mal plus. avec ça. Beaucoup plus. Mais en même temps, quand tu vas dans les concerts ou dans les soirées rap, c'est quand même beaucoup plus mixte qu'auparavant. Je trouve qu'il y a c'est beaucoup mixte à tous les points de vue. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus mixte socialement. Il y a des gens qui viennent d'horizons très différents, mais il y a aussi beaucoup plus de femmes que dans le passé. Moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein. J'ai l'impression que les nouvelles générations sont quand même beaucoup plus ouvertes là-dessus qu'on l'était. On était quand même dans un truc de la musique, c'est un truc de mec. On est entre mecs, c'est très masculin. C'était, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, pour donner un exemple, mais souvent je ne suis là, mais Lala Ace, qui est une rappeuse qui se déclare lesbienne, etc., ça n'aurait jamais pu, en tout cas, exister de cette manière-là il y a 20 ans. Le rap, je pense, aurait été super hermétique. Aujourd'hui, elle fait sa vie, elle a un public, elle est appréciée, elle remplit des salles. Et c'est aussi grâce, je pense, aux nouvelles générations qui n'en ont rien à foutre de ce genre de choses. Donc j'ai l'impression quand même qu'on va dans le... Voilà, c'est pas un sujet pour eux, exactement. Et sur la démocratisation du rap, donc il y a aussi tu en parles dans ton livre, mais c'est vrai que nous, quand on était jeunes, il y avait une chose importante quand tu devais faire du rap. C'était la street cred. Oui, quand on était jeunes. Mais quand on avait. T'es quand même plus jeune que moi. Donc ouais, mais. On fait pas passer pour le jeune de la table. Hein. Oui, mais sur Twitch, je suis le mieux. Le gars, il parle, on dirait qu'il a 60 piges. Mais moi, je me sentais passé. On n'arrête pas de me dire que je suis dépassé sur le rap, mais il y avait le truc de la street crédibilité. Et j'ai l'impression, tu en parles, que ça, on n'en discute plus. Et que n'importe qui peut faire du rap, peu importe ton passé. Et même, tu peux t'inventer un personnage en sachant que c'est genre Lorenzo, on sait tous que c'est un personnage et tout. Est-ce que pour toi, c'est une bonne évolution aussi, le truc que, allez, on s'en fout de la street cred, on se juge par le talent? La street cred, oui, je pense que c'est pas. Ça aurait été dommage que ce soit une condition pour rapper. Et d'ailleurs, on parlait en antenne d'Assassin. Je suis pas convaincu de la street cred. Et pourtant, c'est un groupe mythique. Donc tu vois, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Et pourtant, c'est un groupe mythique. Et ce que Assassin a apporté à cette musique-là, évidemment, c'est. Tu vois, il y a pas de débat là-dessus. Mais la street cred n'était pas la plus importante de l'histoire du rap français. Donc en fait, je crois que c'est un peu un faux débat pour moi. La vraie question, c'est, tu vois, le fait qu'aujourd'hui c'est tellement ouvert et démocratisé qu'il y a des gens
qui ne ressemblent pas au cosplay type du rappeur qui prennent la parole. Et je pense que parfois ça dérange des gens, ça choque des gens. Je pense que ça dérange qui? Une partie du public qui se dit qu'en fait ces gens ne sont pas légitimes. Mais moi j'ai l'impression en fait que c'est compliqué un peu de où est-ce que tu mets ce curseur-là. Qui a le droit de rapper? Qui a le droit de faire sortir un album de rap, de se proclamer rappeur? Et je parle dans le livre, je pense que le moment Orelsan il a été important pour moi parce que Orelsan, donc dans les années 2000, c'est un rappeur qui vient ni de Paris ni de Marseille. À l'époque c'était quand même, je dis pas qu'il n'y avait pas de rappeurs d'ailleurs, mais il y avait vraiment cet axe-là en tout cas. Les stars en gros c'était parisiennes ou marseillaises. Et lui arrivé avec un truc, il fait des blagues, c'est un mec de province, c'est un mec d'internet qui se déguise en Batman sur MySpace. Et il a réussi à être accepté. Il y a eu des critiques au début, mais aujourd'hui, bon, Orelsan il fait partie du paysage rap. Donc je pense que lui a été vraiment important pour décomplexer des gens. Et je pense qu'il a aussi un peu créé un monstre parfois, où je pense qu'il y a des gens qui, sans se réclamer d'Orelsan, mais il a créé un précédent dans le côté, en fait, peu importe d'où tu viennes, peu importe à quoi tu ressembles, tu peux rapper. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce côté-là où tout est ouvert. Moi, ça me dérange pas à partir du moment où c'est bien fait, en fait. J'ai pas vraiment de problème là-dessus tant que les gens respectent cette culture-là et cette musique-là, en fait. Pour mettre les pieds dans le plat, il a décomplexé les rappeurs blancs. Je ou pense, les blancs de pouvoir rapper ou de vouloir rapper. Je pense que des rappeurs blancs, il y en a toujours eu en France. Regarde, si on prend la Sainte Trinité, entre guillemets, des groupes mythiques, NTM, Ayama, Assassin, il y a des blancs, pour être très clair, dans tous ces groupes-là. Et on pourrait citer Dynasty, qui est quand même le DJ, un des pionniers du hip-hop en France. Il est donc, pour moi, il n'y a jamais vraiment eu de débat là-dessus. Par contre, je pense qu'il a décomplexé certaines personnes issues de certaines catégories sociales, notamment de province, de classe moyenne, qui se demandaient s'ils avaient vraiment le droit de prendre la parole ou pas. Et je pense qu'après, l'autre couche, ça a été début des années 2010, l'entourage, Nekfeu, etc., qui ont aussi permis à une autre partie de la jeunesse de s'identifier, des gens qui effectivement étaient peut-être moins présents dans le rap auparavant. Et je pense que tout ça, ça a permis effectivement de rendre cette musique-là plus accessible pour d'autres personnes. En tout cas, que d'autres gens sont identifiés à ça. Est-ce que tu comprends quand même le seum que peut avoir, alors pas pour des gens comme Orelsan, mais tu parlais dans ton livre de Serran, c'est ça? L'interview avec Serran. Est-ce que tu peux comprendre le seum que peuvent avoir aussi certaines personnes de voir des gens, tu sais, un peu qui font pas vraiment public rap, qui font un peu artiste, classe moyenne supérieure, et que tu sens il y a 10 ans ils aimaient pas le rap, et que t'as un peu le sentiment de te faire voler ton truc par quelqu'un avec son... Je comprends complètement, et c'est des vraies questions en vrai. C'est des vraies questions Comme une appropriation. Ouais, c'est des vraies questions qui se posent beaucoup. Et tu sais qu'ils sont beaucoup posées l'année dernière. Et indépendamment de ma petite personne, je pense que le clash Drake-Kendrick, il a été super important pour ça, puisqu'en fait, au-delà de la guerre d'ego entre deux monstres du rap américain, il y avait vraiment... Kendrick Lamar et Drake, oui, j'ai dit quoi? Je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Ouais. Kendrick Lamar, exactement, ouais. Je suis plus précis juste. Non, je voulais être sûr que c'était ça. Non, ouais. Et tu vois, il y a vraiment eu ce débat-là. Tu veux me cracher, c'est ça? Pardon. Oh, non, je vous en prie. Et au-delà de ça, tu vois, il y avait vraiment eu le côté, Kendrick, c'est le rap authentique. C'est un peu ça, tu vois, qui est dans... Et Drake, c'est le culture vulture, donc le vautour qui s'approprie cette musique-là. Et donc le fait que ce débat, ce clash-là, qui est à la base un clash d'ego, soit transformé dans une situation comme ça prouve bien effectivement qu'il y a plein de gens qui sont un peu perdus sur le rap actuel et qui se disent mais pourquoi ce rap-là pourquoi notre rap est dépossédé, pourquoi... Donc moi je comprends complètement et je pense que c'est des vraies questions. Les questions de gentrification, de massification, elles sont légitimes. Je suis pas en train de dire que tout est ok. Et je comprends même que des gens parfois même se sont posés des questions sur des interviews que moi ou que d'autres ont pu faire. Après, moi, je peux défendre ça, mais bien sûr, moi, je comprends complètement et je comprends aussi parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une situation où, comme je le disais au début, il y a des gens qui écoutent du rap, mais qui s'en foutent du rap. C'est-à-dire qu'en fait, ils écoutent ça comme n'importe quelle musique populaire et ils n'ont pas de curiosité sur cette culture-là. Et je vais aller plus loin que ça, on va sûrement en parler un moment. Il y a des gens d'extrême droite qui écoutent du rap. Et il y a quelques temps, j'étais en Suisse, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que tu penses que si il y avait demain un rappeur d'extrême droite, ouvertement d'extrême droite, qui faisait de la musique, est-ce qu'il pourrait marcher? Je suis persuadé que oui. Je suis persuadé aujourd'hui que le public rap, je mets des guillemets à rap en tout cas aujourd'hui, les gens qui écoutent du rap, c'est tellement large. Kenny West. Oui, mais bon. Mais oui, je vois ce en que fait, tu veux dire. il y a toujours sur le côté. Voilà. Sur Kanye, il y a toujours le côté. Bon, en fait, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment lui? Enfin, il y a toujours des gens qui vont trouver des excuses, tu vois. Et ça reste un artiste qui a été important pendant. Mais là, je parle de quelqu'un, un artiste qui arriverait aujourd'hui avec un discours ouvertement d'extrême droite. Il y a assez de gens aujourd'hui qui écoutent du rap et qui sont sympathisants de ces idées-là pour en faire
une star, je sais pas, je pense pas que ça arrivera demain, pour en faire quelqu'un qui marche, j'en suis persuadé. Et parce qu'aujourd'hui, il y a déjà dans le public des gens... Il y a déjà des rappeurs d'extrême droite aussi, après ils sont claqués, donc ça marche oui, pas. déjà, il y a déjà des rappeurs d'extrême droite, mais il y a déjà des gens qui sont fans de Damso ou de je ne sais qui sur Internet et qui ont la fleur de lys et un drapeau bleu, blanc, rouge dans leur pseudo. Donc ça existe déjà, c'est pas de la science-fiction. Donc si demain, un artiste rappait super bien, en tout cas sur la forme, et avait un discours qui leur plairait, bah oui, évidemment qu'ils iraient streamer ça et qu'ils iraient à ses concerts, c'est sûr. Il y a un personnage un peu, j'allais dire, c'est Non, quoi, non, je vais pas la dire à l'antenne parce qu'ils vont croire que... Il y a un rappeur assez décrié par certaines personnes qui est Freeze Corleone, et notamment pour certaines de ses punchlines. Et donc, je sais pas, il n'y a pas un lien entre ce qu'on disait juste avant et est-ce que justement, non mais moi j'ai pas d'avis tranché, mais en tout cas je sais que il y a un certain nombre de personnes qui sont mal à l'aise par rapport justement à ce côté on va dire un peu conspi, tu vois. Ouais. Et Après, je sais pas, tu dis quoi par rapport à ça? Ben franchement, moi je trouve il y a plusieurs choses. Je trouve que ce qu'a vécu Freeze, à un moment, c'est une injustice. Moi, je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'en fait, se faire censurer, annuler une tournée des Zéniths pour des propos qui, enfin, je suis pas sûr qu'ils soient répréhensibles pénalement. Je sais pas si c'est justifié. Maintenant, ce qui me pose parfois problème, c'est l'espèce de flou qui est entretenu par certains artistes. Et voilà, exactement. C'est en fait, tu vois, les dragons célestes, tout ça, etc. Il est forcément au courant que ça excite une partie de son audience. Ouais, je pense. Maintenant, je le connais pas. Moi, je suis convaincu, peut-être que je me trompe, qu'il partage pas ces avis-là, etc. Je pense que ça fait partie aussi à un moment de ça, presque de son esthétique. Ça n'enlèverait au fait que c'est un rappeur, super talentueux et que j'ai beaucoup écouté. Mais ce côté-là, ce flou qui est entretenu, je le trouve bizarre parfois. T'as jamais essayé de l'interviewer? J'adorerais, mais il prend pas la parole. Il fait pas d'interview, d'accord, pardon. Tout à fait. J'imagine. Tout à fait, ouais. Et même à l'image qu'il a, comme dans un autre registre PNL, je pense que le fait de pas prendre la parole, c'est aussi une forme ça aide ou pas, mais eux, ça les aide, complètement. Je pense, Et d'ailleurs, est-ce que t'as pas l'impression que Freeze, il est un peu à bout de course sur ça, ou il n'arrive pas à se renouveler, ou je sais pas, on verra le prochain projet. Moi, le dernier, j'ai kiffé, vraiment. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une formule. Et dans une formule, est-ce qu'il pourra la faire pendant 10, 15, 20 ans? Je sais pas. Mais moi, le dernier album, j'avais ADC, j'avais vraiment kiffé. Tu parlais des critiques sur les journalistes. Moi, j'ai reçu des messages en mode tu reçois Mehdi Maizi, celui qui participe à ce que le rap soit mainstream et domestiqué. Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques? Je fais le porte-parole parce qu'il me casse les couilles en message. Mais il n'y a pas de problème. Qui participe au fait que le rap soit mainstream. Encore une fois, moi, je sais. C'est un grand rôle, ça, bravo. Ouais, c'est grâce à moi en fait que Nino remplit de Stade de France. Il peut me remercier. Il y a rien sur mon compte en banque en tout cas en ce qui concerne ça. Mais non, mais moi je comprends qu'on puisse m'associer à ça dans le sens où j'ai été très actif sur les 10 dernières années et c'est à ce moment-là que le rap est devenu, on va dire, extrêmement mainstream. J'ai parlé avec à peu près tous les artistes, des plus underground aux plus identifiés. J'ai fait des trucs qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Enfin. Et je sais qu'on m'a beaucoup reproché, et probablement à raison, d'avoir un ton lisse parfois, etc. Donc du coup, compatible avec le mainstream, etc. Donc cette critique-là, moi, je peux l'entendre. Après, le côté rap domestiqué, enfin, grand remplacement des bobos, c'est statistiquement faux, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup reproché ça en vrai après l'interview de Serran que tu citais. Parce que celle-ci a beaucoup tourné, mais en réalité j'ai toujours, moi depuis le début, essayé d'interviewer toutes les esthétiques de rap, qu'elles me parlent ou pas. À la BFDR j'ai interviewé aussi bien Salif que TTC à la même époque, et donc et pareil dans toutes, donc en fait que ça pose problème, et je peux comprendre qu'on se dise mais en fait Mehdi il aime quoi? Il aime tout, et ça ok tu peux me le reprocher, parce qu'effectivement je parle de la même manière avec tout le monde, mais après j'ai l'impression que c'est un peu mon travail, en tout cas c'est comme ça que je prends mon rôle moi, d'essayer de raconter un peu les histoires de tout type d'artistes, mais franchement quand on me dit ça, c'est une manière d'appréhender l'interview quoi. Exactement, c'est pas forcément exactement. Je crois que je dois faire plus de 70 interviews par an. Je suis pas fan de 70 rappeurs français. Mais après, c'est une histoire à raconter, etc. Et puis, je pense qu'en plus, ça, c'est quand même. Il y a des critiques qui sont légitimes, d'autres qui sont un peu injustes, parce que me dire, mainstream, genre, vraiment, où Mehdi il est vendu, j'interviewe, je pense, plus d'artistes underground que d'artistes mainstream. Et ça, il suffit juste d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder les interviews que je fais.
c'est pas que des mecs signés en major ou des grosses sorties, loin de là en fait. Donc je trouve que c'est un peu injuste, mais la vie est injuste finalement. Moi, perso, je trouve ça injuste aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, limite, on pourrait retourner le truc. Parce que ils vont voir que j'ai menti. J'ai l'impression que, en fait, on attend, tu sais, comme si tu étais porteur d'une mission où tu devais favoriser les clashs. Enfin, tu vois, tu devais exciter entre guillemets le game, quoi. Ouais. Et c'est ce qui se faisait beaucoup à une certaine époque, ce qui se fait peut-être toujours, je pense qu'il se fait toujours aussi. Mais voilà, toi, tu as une manière d'interviewer. Voilà, on voit même dans le bouquin que tu t'es beaucoup sur la technique, sur la comment dirais-je, sur comment voilà, la technique de création, enfin le processus de création plutôt. Et voilà, c'est ton créneau. Après, si eux, ils ont envie d'autre chose, bah, ils vont aller voir d'autres intervieweurs. Mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que, en plus, je vais en revenir, mais tu vas écouter tel journaliste du rap pour avoir telle vision de la chose et voir... Mais tu sais, le problème, je pense, et c'est là aussi où je comprends, c'est qu'à un moment, je pense que une partie du public, en tout cas, a eu le sentiment que j'avais une forme de monopole. Tu vois, et donc il y avait que moi qui était entendu ou entendable. Et en tout cas, je sais, mais tu sais, une fois j'étais avec Lafèvre, rappeur français, je le dis, hein, au cas où vous savez pas qui c'est. On connaît Lafèvre. Non, je plaisante. Et donc j'étais avec lui. Tu connaissais ? Non, je connais pas, j'ai connu en lisant. Très bon rappeur en tout cas. Moi j'aime bien Lafèvre. C'était un des nouveaux, on va dire. Ouais, tout à fait. C'est cool Lafèvre. Un jour, on se croise dans une soirée, et il me dit, et moi je lui dis évidemment, je fais mon connard, je lui dis, je ferais pas une interview, parce que lui aussi il fait pas d'interview. Et il me dit je sais pas si je ferai une interview un jour, mais si j'en fais une, je pense pas avec toi, pas dans le code, parce que t'as trop eu le monopole sur les 3-4 dernières années. Et ce que je comprends, donc en fait, quand t'es dans une situation un peu de monopole, en tout cas c'est comme ça que les gens te voient. Ouais. Et du coup, je comprends que ça génère des critiques, tu vois, ou des frustrations. Donc je l'entends ça. Donc au bout d'un moment, et puis tu sais, ça fait 10 piges qu'on voit ma gueule, que moi j'ai pas changé ma manière de parler, donc tu peux en avoir marre des fois. Il y a des gens, tu sais, tu vois la télé, tu dis, enfin la télé, je regarde plus la télé, mais tu vois, c'est des gens dont t'étais fan il y a 10 piges, tu les vois, tu fais, ouais, je suis plus trop. C'est la vie en fait. Est-ce que toi t'as l'impression d'être fatigué ? Non, je suis pas fatigué, mais j'ai encore plein de trucs et plein de choses de fruits. Par contre, est-ce que j'ai l'impression d'atteindre un peu, de boucler une boucle ? Ouais, un peu. Je sais pas si je me vois encore écouter 40 albums toutes les semaines j'allais dire dans 5 ans, mais même dans 6 mois. Tu vois. Donc ouais, je pense que ça marque quand même un peu non pas une fin, mais le début d'autre chose. Ouais, la fin d'un cycle, complètement. Mais il y a aussi, en fait, il y a un paradoxe que les gens veulent pas comprendre, parce que nous, on a aussi cette critique quand parfois on fait des interviews et tout, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'on soit méchant avec eux. Mais en fait, il y a un truc, les gens, si on était méchant, il y aurait plus de personnes qui viendraient. Il y a un truc qui est totalement logique là-dedans, c'est que tu es obligé d'être un peu plus sympa, entre guillemets, sans éviter non plus des questions qui titillent, mais tu peux pas non plus agresser le gars parce que faut qu'il vienne, quoi. Non, mais je pense que ça, c'est aussi peut-être un des biais, on va dire aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué en tout cas d'avoir de la nuance. Je m'explique, tout à l'heure il y avait un extrait du Code Review qui est en fait une émission où on critique des albums, c'est la critique musicale. C'est ce qu'on faisait à l'époque dans le podcast No Fun que tu as cité. Et j'ai pas du tout l'impression que sur No Fun on était plus énervé qu'on l'est aujourd'hui. Ouais. Mais c'était ça s'est fini en 2019. Et aujourd'hui, dans le Code Review, on nous dit « Ouais, mais vous êtes trop langue de bois, vous dites pas ce que vous pensez. » Alors que vraiment, j'ai l'impression qu'on le fait, qu'on dit... Là, on a fait une émission sur Renoir qui a été critiquée par les fans de Renoir parce qu'on est assez clair sur, en tout cas tous les trois, sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans l'album. Mais comme on dit pas « c'est de la merde », comme on dit pas « c'est nul » ou qu'on n'est pas agressif, du coup, on est trop lisse. Donc j'ai l'impression que c'est très compliqué aujourd'hui de faire entendre, et je dis pas qu'on fait tout bien, mais de faire entendre une position un peu nuancée de critique musicale ou artistique sans être directement dans... Tu vois, l'agressivité, quoi. Ouais, l'époque, en fait, l'époque réclame ça, quoi. Elle réclame du sang. J'ai l'impression. Et en fait, je trouve que pour moi, tu vois, paradoxalement, je trouve ça plutôt, j'allais dire, intéressant justement de pas répondre à l'injonction et d'essayer de continuer à faire quelque chose de nuancé plutôt que d'aller dans le truc, voilà, c'est ce que on clash tout le monde. Moi, exactement. Et même de pas tomber dans le sensationnalisme ou de, tu vois, mais tu sens que ouais, parfois tu peux perdre des gens parce que c'est aussi ce qu'une partie du public a envie de voir aujourd'hui. Mais après, c'est comme dans le rap, quoi. Tu choisis ton style. Exactement. On parle de la profusion de rappeurs. On a parlé un petit peu en off, mais la profusion de rappeurs, il y a aussi une profusion de journalistes.
sur le rap, ouais. de gens qui donnent leur avis sur le rap. Oui. C'est comme avec le rap sur YouTube, n'importe qui peut se lancer. Bien même sûr. des gens avec très peu de talent comme Ilyes OMG, je sais pas si tu connais. Je vois qui c'est. Il y a Opa Je vois qui Philo. c'est. Il est là ou pas? Ouais, il est là. Il y a l'autre avec sa cagoule orange. Comment il s'appelle? Le punchologue. Le punchologue. Il y a le rap en mieux. Il y en a plein. Est-ce que toi, ça t'inquiète un peu cette concurrence? Est-ce que t'es content en disant ah super, mais est-ce que tu dis ah quand même il faut tenir la ligne parce que ça se bouscule derrière? Vraiment pas. Je pense que il y a quelques années, j'aurais été peut-être un peu plus dans cette logique de concurrence, peut-être. Je pense qu'il y avait peut-être un peu ce truc-là de vouloir me prouver des choses, de prouver des choses aux gens. Aujourd'hui, franchement, pas du tout. Et je vais même te dire, je suis même content quand je vois des nouveaux trucs cool, parce que moi aussi, ça me permet justement de sortir un peu de ce truc de monopole ou de genre, Mehdi, pourquoi t'as pas interviewé telle personne? Eh ben, c'est bien s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, ou même d'autres personnes qui le font. Moi, j'ai jamais voulu que tous les artistes viennent chez moi, jamais voulu être le premier à sortir des interviews. Je suis pas là-dedans, donc je suis très content qu'il y ait d'autres trucs qui sortent. Après, il y a trop de trucs, c'est comme les artistes. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs, mais pas parce qu'il y a trop de gens, parce qu'il y a des trucs trop bien. Les gens que tu as cités, moi j'aime beaucoup ce que fait le rap en mieux, par exemple. Mais il y a aussi plein de trucs de gens qui n'ont pas encore forcément fait leur devoir, qui n'ont pas forcément vraiment écouté, qui se lancent trop vite. Comme tout, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent du rap, plein de gens qui en font, et plein de gens qui en parlent aussi. Mais je pense que c'est pareil pour le cinéma, en fait. Pour moi, aujourd'hui, le rap, c'est un peu devenu comme le cinéma ou le foot. C'est-à-dire que tu vas sur YouTube, tu vois plein de gens qui parlent de foot, et qui savent pas, qui ont commencé à en regarder il y a 3 ans. Et pareil pour le cinéma. Par exemple. Pardon, c'est juste une aparté. Il faut parler de foot plutôt qu'après de parler de C'est politique. sûr, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Et est-ce que, j'en parlais, on en a parlé juste avant aussi, mais j'en parlais un peu avec Elias, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un côté déprimant et qui perdent de la passion de devoir toujours écouter les nouveaux trucs et ça c'est un peu comme les footballeurs qui sont dégoûtés par le foot. Ça m'a pas dégoûté, mais par contre, je te mentirais si je te disais droit dans les yeux que genre, c'est comme au premier jour. Évidemment que non. En fait, c'est un moment où ça devient ton travail. Même si c'est le travail le plus cool que j'aurais pu imaginer il y a quelques années, ça devient quand même un travail. Il y a des fois, bien sûr, je traîne la patte. Après, je me dis, bon, j'abuse un peu quand même. Genre, il y a pire. Mais bien sûr que des fois, il y a des interviews que j'ai pas envie de faire, il y a des albums que j'ai pas envie d'écouter. Quand tu le fais pour le travail, c'est pas la même chose que quand tu es dans ta voiture à découvrir un album ou dans le métro, peu importe. Et que tu l'écoutes vraiment de manière complètement détendue. Là, j'écoute plein de choses d'un œil professionnel. Donc en me disant, bon, qu'est-ce que ça veut dire si je l'interview? Enfin, tu vois, c'est pas, t'es pas libre dans ton écoute. Bien sûr que c'est un travail, évidemment. T'es pas dans la détente en écoutant ça. Non, et c'est pour ça que généralement le week-end, j'écoute pas le rap, j'écoute d'autres choses qui me détendent complètement, que je vais pas analyser ou tu vois, j'écoute autre chose quoi. Il y a une take que je fais souvent à Elias, j'aimerais bien avoir ton avis, c'est que les journalistes rap, un journaliste rap c'est un rappeur qui était sûr d'échouer. Ah moi j'irais plus loin que ça, je pense qu'un journaliste culturel au sens large, c'est un artiste raté. Je pense qu'il n'y a aucun enfant de 6 ans qui disait je veux être journaliste musical. Je pense pas que c'est. Par contre, on voulait être chanteur ou acteur ou footballeur. Je pense que tu vois vraiment que les journalistes footballeurs sportifs, ils voulaient être journalistes sportifs. Il voulait être footballeur. Ouais, Pierre Ménès, il voulait être footballeur. Mais je pense. Pas d'autre chose. Je pense. Mais donc tu voulais être rappeur, tu rappais, t'as rappé? Non, j'ai pas rappé, mais j'aurais. T'as pas rappé parce que moi on m'a dit que t'avais sorti 2-3 Non, j'ai sorti un morceau. C'était pas mal, on m'a dit. Bon, c'était flingué en vrai. Ah mais je suis content qu'on t'ait dit ça. Mais c'était en mode blague. C'est Elias qui m'a dit. Magnéto, parce que j'avais dit ça. Non, mais parce que j'avais dit ça à Elias, il m'a dit c'est pas vrai. Mehdi Maizi il avait sorti des trucs, c'était cool. Ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai sorti un truc sur un projet qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape. Avec Chrono, tout ça. Donc ouais, j'ai un morceau effectivement là-bas, mais non, mais bien sûr j'aurais kiffé être rappeur. Je pense que jeune, aujourd'hui non, pas du tout, mais je pense que adolescent, bien sûr que j'aurais préféré être rappeur que journaliste. Si tu m'avais dit tu as le choix entre les deux, mais j'aurais choisi footballeur déjà en 1, et après rappeur, ouais, clairement. Tu voulais rajouter quelque chose sur ça? Pas du tout. Moi, je voulais revenir sur le rap. Il y a aussi un truc qui a changé, c'est la fascination sur les États-Unis. Il y a un peu moins de fascination. Mais il y a quand même un truc que je trouve bizarre, c'est que j'ai l'impression que dans le rap US, pas seulement maintenant, mais déjà dans le passé, il y avait beaucoup plus de liberté, notamment sur les échanges de styles, surtout par exemple avec le rock ou le métal. Moi, quand nous... Dans le métal, en fait. Ah non, mais même pas... du métal en fait. Non, mais même pas. Non, mais quand j'étais ado, le truc c'était vraiment, soit t'écoutes du rock et t'es un blanc, soit t'écoutes un noir arabe, t'écoutes du rap. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est que j'avais vu...
Voilà, oui. Mais j'avais vu aux États-Unis. Mais aux États-Unis, par exemple, moi, ce qui m'avait marqué, c'était Eminem avec Marilyn Manson. Tu vois, alors que pour moi, Marilyn Manson, c'était le diable. T'écoutais pas ça. Run DMC avec Aerosmith. Donc ouais, c'est ça. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de mélange un peu plus libre aux États-Unis et aussi sur des styles qu'on retrouve pas en France. Par exemple, le horrorcore. Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de liberté. Tu vois, comme avec il y a King Gordy, il y a Insane Clown Posse, je sais pas comment on dit. Tu vois, tout ce truc est même un peu beauf et tout, ou même le truc un peu dirty comme les East Side Boys et tout. Et j'ai l'impression qu'en France, on est encore un peu bloqué sur ça. On se laisse pas beaucoup de liberté. Tu vois, même PNL, ça a été un truc de ouf de faire ça. Déjà, se lisser les cheveux, il y a 15 ans, on est d'accord que ça passait pas. Non, ça passait pas. Mais qu'il y a quand même encore du blocage. Ah oui, oui. Ouais. Bah ouais, mais quand même, je trouve qu'aujourd'hui, là, d'ailleurs, et ça crée beaucoup de débats, je pense, sur est-ce que c'est du rap ou pas. Il y a quand même en France de plus en plus d'artistes très nichés qui font des propositions très différentes. Pour citer, je sais pas moi, des mecs comme Jules, des mecs, ou même, tu vois, on parlait de Tiakola, c'est très mainstream, mais il y a des influences qui viennent de plein de choses différentes. Il y a quand même pas mal de rappeurs qui vont plus dans les musiques électroniques. Effectivement, on est peut-être moins dans le. Pour ECP, il y a peut-être moins d'ambiance rock aujourd'hui. Dans le rap français, parce que le rock est peut-être moins une musique, mais tu vois, il y a des musiques inspirées par le baile funk, par le reggaeton, donc non, je crois quand même l'impression que ça se diversifie. Franchement, il y a plusieurs esthétiques, je trouve, de rap qui existent encore aujourd'hui. Et le rap conscient, t'es content que ça ait disparu? Ça a pas disparu. En vrai, ça a pas disparu. C'est juste, c'est juste noyé dans la masse en fait, comme tout. Tu vois, en fait, je pense que t'as le rap mainstream qui est super dominant, et après t'as plein de types de rap qui existent, mais des gens qui font du rap conscient. En vrai, il y en a encore. Tu vois, il y a encore des gens qui défendent des propos. Medine est encore là, par exemple. C'est une forme de. Tu vois, il y en a encore. Et en sortant de la caricature du rap conscient, parce que c'est vrai que c'est une petite vanne en même temps. Voilà, le rap, il a quand même dans son histoire, je veux dire, un rôle un peu social, un peu politique. Et là, on est quand même aujourd'hui dans des problématiques. Tu vois, il y a la canette Palestine. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue de vieux qui a écouté du rap, je me disais, voilà, il aurait fallu un 11 minutes 30 pour la Palestine ou un 11 minutes 30 contre le génocide. Après, il y a une Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il en parle dans le bouquin du 11 minutes 30. Moi, je l'ai vécu. Je pense que tu l'as vécu aussi. Ouais, tout à fait. C'était un truc de ouf. C'est-à-dire que ça avait un vrai impact. On l'avait tous, on le faisait tourner. En plus, il y avait l'instrumental dessus. Donc, tu vois, vraiment, c'était un vrai outil politique. Hein. C'était un véritable outil de propagande. Et là, voilà, je savais très bien que ça n'arriverait pas. Mais dans mon fort intérieur, je me disais, ouais, ça aurait été bien. Je pense que l'année dernière, on l'a vraiment vu, bien sûr, tout ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé dans le rap autour de la Palestine. Et pareil pour les législatives de 2024, puisqu'en fait, oui, il y a une Opa Saran qui est arrivée assez tard et qui est pas un morceau qui fera date dans le rap français, mais en termes de prise de parole, il y a eu très peu de choses. Et je crois qu'aussi, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des rappeurs mainstream qui sont tellement hauts et qui ont tellement de succès qui sont parfois un peu déconnectés des préoccupations d'une grande partie de leur public et qui ne se rendent pas compte que ça a un impact et que leur parole, elle a du poids. Je suis pas en train de dire aux artistes vous devez absolument, je sais pas moi, mais en tout cas factuellement c'est sûr que les artistes, il y a des artistes qui font des choses, mais les artistes mainstream aujourd'hui prennent beaucoup moins la parole que les artistes mainstream d'il y a 25 ans. Mais aussi, je crois que plus globalement, tu vois, à l'époque quand t'écoutais du rap français, l'ennemi il était clair. C'était le Front National, c'était Jean-Marie Le Pen, après ça a été Sarkozy. D'ailleurs c'est marrant, sur le dernier album de La Fouine, il y a une rime où il dit ça fait 20 ans qu'on insulte Sarkozy, tu vois. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'était clair. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Et après, je vais pas faire de la sociologie de comptoir, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc où les gens sont un peu plus désenchantés avec tout ça, avec les partis politiques? Parce qu'avant, il y avait un peu ça quand même. Il y avait, on dit pas qu'il faut voter à gauche, ils le disaient pas les rappeurs, mais clairement... Ils étaient quand même identifiés comme aujourd'hui. Un peu génération Mitterrand. Voilà, exactement. Aujourd'hui, les rappeurs, en tout cas mainstream, ne sont pas du tout positionnés sur l'échiquier politique. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup même d'auditeurs de rap qui ne sont pas positionnés. Donc, c'est en ça aussi, je pense que c'est beaucoup moins naturel pour eux de prendre la parole sur ce genre de sujet. Ça ne fait même pas partie de leurs préoccupations. Alors qu'avant, quand tu étais rappeur, tu parlais de ça. Et je pense même, il y a peut-être même des gens qui en parlaient parce qu'il fallait en parler. Est-ce que ils savaient vraiment? Exactement, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, le package, il a changé. Et dans les contrats d'artistes, tout ça, il y a pas des clauses
qui interdisent par exemple de s'exprimer, etc. Non, franchement, je pense vraiment. Alors, je suis pas. Non, mais je pense vraiment pas. Je pense que c'est pas une du vraie tout. question. Ouais, non, mais je pense vraiment pas. Et je pense que c'est pas du tout. Je pense que parfois, on fantasme. Et encore plus maintenant, tu sais, où les artistes sont quand même très libres et ont des contrats où ils sont quand même assez libres. On fantasme parfois l'espèce de pouvoir que va avoir l'industrie sur les artistes. La plupart des artistes aujourd'hui, et surtout ceux qui sont mainstream et qui ont des contrats généralement avantageux, ils font leur musique de leur côté. Donc les décisions qui sont prises, elles sont pas prises par un mec en costume dans un label, vraiment pas. Lui généralement il donne de l'argent et il valide, mais qu'il valide ou pas en fait ça change pas grand chose. Et après l'album vit sa vie. Donc non c'est vraiment des décisions qui sont prises je pense par l'artiste et potentiellement son entourage. Mais il n'y a pas de contrôle, mais il peut peut-être y avoir un contrôle inconscient sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Est-ce que j'ai intérêt à m'engager ou à parler de tel sujet pour que ma musique marche. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Exactement. Mais par contre, elle vient pas d'un label. Ouais, parce que je suis tombé il y a 2-3 jours sur une story de Lacrim où il insultait les gens justement qui le critiquaient, tu vois, de pas s'être où il insulte toujours les gens. Classic story. Voilà. Mais il insultait les gens qui le critiquaient. Non, qui critiquait de pas s'engager plus pour la Palestine. Et il disait quoi? Bah, bande de fils de pute. Je voulais continuer à faire mon boomer sur une petite question. C'est aussi, j'ai l'impression que les rappeurs savent plus faire de scène. C'est pas complètement faux. Mais je pense aussi que tu sais pourquoi, et c'est toujours le même sujet, c'est qu'aujourd'hui maintenant, les rappeurs sont tellement gros, en tout cas en termes de succès, rapidement, qu'ils peuvent remplir des énormes salles très rapidement et que pour faire, ne serait-ce parce que maintenant un Olympia, avant c'était un événement dans le rap, c'est facile aujourd'hui pour la plupart des artistes, même un Bercy c'est devenu plus commun, mais pour gérer une scène comme ça, il faut du taf et que des fois ça arrive beaucoup trop vite et en plus parfois chez des artistes qui n'ont pas encore cette culture-là et ça, on peut pas les blâmer là-dessus, mais il y a plein d'artistes, tu sais, quand t'es généralement issu de certains quartiers, etc., tu t'as pas forcément fait 10 000 concerts dans ta jeunesse, t'es jamais allé en festival, tu sais pas ce que c'est un festival. Oui, de Nino par exemple dans le mais je peux parler de moi. Oui, c'était la première fois qu'il allait dans un festival. Je n'avais jamais vu de concert. Ouais, mais en vrai c'est le cas de plein de gens je pense. Moi mon premier festival je l'ai fait à 30 ans quand j'étais invité en tant que journaliste, je savais pas ce que c'était un festival avant. J'avais fait des concerts avant avec ma mère. De l'UMA. Ouais, mais j'y allais pas, tu vois. Voilà. J'y allais pas. Je savais pas ce que c'était un festival, vraiment, comment ça fonctionnait. Pour moi, c'était un truc avec des blancs pleins de boue. Voilà, je te dis, j'avais vraiment cette image-là du festival. Donc, j'ai jamais fait ça. Et maintenant, j'en ai fait, bien sûr, je sais à quoi ça ressemble. Mais je pense qu'il y avait vraiment ce truc de. Donc, c'est le cas de plein d'artistes qui sont pas familiers avec la scène. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux. Nous, là, en ce moment, on est à Paris. Si tu veux voir un concert de rap tous les jours de la semaine, tu peux en fait. Il y en a tout le temps dans plein de salles différentes. Mais tout le monde n'est pas prêt à assumer ça. Je pense qu'avant, c'est ça la grande différence. Avant, quand tu faisais un Bercy, déjà, tu faisais pas de Bercy, ça n'existait pas. Mais quand tu faisais un Olympia, ou une Cigale, ou un Zénith, c'était vraiment l'accomplissement et t'avais bossé tout. Aujourd'hui, tu peux vraiment faire ça au moment du premier album. Et un contre-exemple à ça, et je vais encore parler, c'est Tiakola. C'est Tiakola qui est un mec qui a vraiment... Qui a fait ses premiers Bercy cette année alors qu'il a un succès monstre depuis plusieurs années maintenant, mais lui il a vraiment voulu faire toutes les capacités de salle et y aller exactement. Et là quand il a fait ses Bercy, il a fait des vrais bons Bercy quoi. Il y a un truc aussi moi que je connaissais pas que je savais pas du tout que tu racontes dans le bouquin, c'est en fait parce que c'est vrai que tu vois beaucoup de mecs qui disent ouais je vais faire un Bercy, je vais faire un Zénith. Et en fait, limite, les gars, ils refusent de faire une tournée dans des petites salles en province, etc., pour que tout le monde en fait monte sur Paris pour remplir le Zénith et dire voilà j'ai fait le Zénith ou j'ai fait le Bercy ou j'ai fait le et qui font une date et du coup effectivement t'as tout dit, c'est rempli. C'est un effet loup. On peut croire que le gars il est énorme alors qu'en fin de compte mais des fois c'est presque une mission stratégique. Je prends l'exemple de Laylo qui a fait ses 2 Bercy donc à Paris. Ça s'inscrivait pas dans une tournée, c'est vraiment les 2 dates de Laylo. Tout le monde est venu. Les 2 concerts étaient exceptionnels en termes de scénographie, etc. Et ça l'a mis directement dans une autre dimension, en mode ah ouais. Et pour parler avec beaucoup de tourneurs, il y a eu un avant et un après Laylo où après tous les rappeurs ont dit bon, il faut qu'on fasse des Bercy comme ça. Et lui, je pense que ça lui a permis de faire des festivals après avec un autre prix que ce qu'il aurait été payé sans ces Bercy là. Donc c'est aussi un choix. Exactement, complètement. Tu parles aussi beaucoup de Booba, et Booba c'est un ovni dans le sens où il a eu une carrière, une longévité de ouf. Et c'est vrai que quand tu réfléchis sur le rap,
c'est quand même rare des gens qui arrivent être sur le devant de la scène pendant longtemps. Est-ce que tu penses que c'est dans le rap où c'est le plus difficile de durer? Je pense que déjà, c'est dur dans la musique. Parce qu'effectivement, tu vois, les cycles d'artistes dominants, ça dure 5 ans, 10 ans grand max. Et à chaque fois, on dit ça des Beatles. Tu vois, les Beatles, c'était, je suis pas un expert, mais je crois que c'était 8 ans. Enfin, Mourir jeune. Tu vois, ouais, non, mais tu vois, en vrai, c'est très rare. Et que des gens soient encore pertinents et ont encore des succès pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, ça n'existe pas. Et il y a encore des succès maintenant? En tout cas, il a fait ses 20 ans. Il a eu les 20 ans. Mais tu vois, c'est rare. Ouais. C'est rare. Ah, c'est ça, vous avez un truc. J'adore Eddie Mitchell. Mais même tu vois, même dans la chanson française, le nombre d'artistes qui sont là, mais en fait, que tu vois revenir uniquement sur des vieux tubes, tu sais, qui sortent des best-of. Dans le rap, ça n'existe pas. Là où je te rejoins, c'est que je pense que c'est très compliqué dans le rap de fonctionner uniquement sur la nostalgie, même si ça commence à arriver. Exactement. Parce que regarde les Rolling Stones, ça fait. Il y a un festival dans le 95, je crois, c'est à Taverny. Je vois de quoi tu parles. Je te jure. Non, mais c'est déprimant. Parce bah ouais, mais ils font venir des anciens. Nostalgie, maintenant c'est nous. Ils font venir des anciens rappeurs et de temps en temps. Il n'y a pas forcément une hyper médiatisation, mais de temps en temps, t'as des plateaux, des plateaux avec, je sais pas, Mystique, Pete Bacardi, etc., qui viennent faire leur tube de l'époque. Bah, oui, mais ça me rappelait quand j'étais petit, les générations 80. Ouais. Tu vois, et maintenant c'est nous, hein. C'est ça. Mais t'es pas si vieux que ça, par contre. Oui, non, mais t'as un problème avec l'âge, toi, j'ai l'impression, avec le temps qui passe. C'est dans la tête, c'est le racisme, frère, ça m'a dit. J'ai encore 2-3 questions, mais juste vraiment de trucs personnels. Ouais. Qui est le dernier rappeur qui rappe pour toi? Tu veux que je dise Alpha One? Non, mais pas forcément. Parce que c'est une phrase d'Alpha One. Bah ça. Oui, c'est Alpha One. En tout cas, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, au moment où on se parle, tu vois, là, 2025, il y a eu des super albums. Infinite, Vust, Youssoupha qui a sorti un super album, Myro. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu un avant, un après pour une scène, en tout cas, Alpha One et l'album Une main lave l'autre. Donc, je pense que c'est pas le dernier, mais je pense que j'aime bien le citer lui parce que je pense qu'il est important quand même. Et TH, t'as écouté son... Ouais, TH, ouais. Mais j'ai préféré le projet d'avant, Hit Rap, mais j'aime beaucoup TH, ouais. J'aime beaucoup TH. Et qui est le roi entre Booba et Jul? Bah, historiquement, c'est Booba, tu vois. Mais Jul, ça fait quand même 10 ans que c'est assez impressionnant. Mais est-ce que, tu vois, c'est toujours une question... Après, j'ai l'impression que Jul, on l'aime tous... Pas spécial, la musique est cool. Ouais. Il y a le personnage qui est encore plus consensuel que Booba. Ouais, après je pense que c'est toujours une question de, c'est comme même, tu peux me dire SCH c'est quand même, c'est une carrière très, très solide aussi. Mais est-ce que dans 10 ans il y aura encore des morceaux et est-ce qu'il remplira encore des, on verra, tu vois, on verra. Mais je pense qu'aujourd'hui la réponse elle est vite répondue, comme disait l'autre. Ça démarre à Lunatic. Ouais. Début des années 90. Ouais, non, c'est une folie. Hein. Jusqu'à, alors bon là c'est vrai que là aujourd'hui, bon, moi non mais l'année dernière il a un tube, Dolce Camara, c'est quand même un des gros tubes rap de l'année dernière et c'est sur son album. On peut dire il est plus proche quand même de la, enfin pas de la fin parce que bon, je sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas moi je sens qu'il y a moins de densité. Non mais il y a moins de densité de gros morceaux. Parce qu'il y a eu l'époque même de DKR validé tout ça où il avait fait plein de gros morceaux. Après, à partir de là, je dis pas qu'il est éclaté au sol, mais je trouve que ça s'est plus espacé. Et aussi, quel est pour toi le rappeur le plus sous-coté de l'histoire du rap français? Ça, c'est une très bonne question, ça. Le plus sous-coté de l'histoire? Bah, en vrai, il est pas sous-coté quand tu connais, mais je trouve qu'aujourd'hui, on parle, et moi le premier d'ailleurs, on parle trop peu, lui, c'est Fab, qui est en fait quand même un rappeur archi important des années 90, mais vraiment, qui a une discographie qui est parfaite. La discographie, elle est parfaite. Qui a dit j'arrête le rap et il a arrêté. Exactement. Déjà, ça, c'est sous-coté. Oui. Et même, genre, tous ses albums solo sont tous très bien, avec détournement de son pour moi qui est le meilleur, mais même j'adore le fond et la forme, j'adore la rage de dire le dernier. Donc, je dirais, même Beufa surprend ses... Bon, bref, je pense que Fab, c'est une légende, ok, mais je pense qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui vont plus connaître I Am NTM que Fab, peut-être aussi parce qu'il est plus là, mais donc je dirais Fab, quoi, juste pour que les gens aillent écouter, et vraiment c'est trop bien, quoi. Et j'ai une dernière il est sur 11 minutes 30 bien sûr, le racisme. Bien sûr. Je me rappelle aussi de l'extrait un couplet magnifique. Qu'elle était allée chez Nagui, qui s'était... Légendaire, Taratata, bien sûr. Et j'ai une dernière question. Le rap a gagné, mais pas les quartiers. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pas les quartiers. Mais pas les quartiers. Il a une autre version. Le rap a gagné, le peuple a perdu. Bah, c'est un peu, je crois, en tout cas la question que j'essaie de me poser vers la fin du livre. Ouais. C'est-à-dire que le rap, en devenant une musique populaire, effectivement, n'est plus factuellement une musique du peuple ou une musique qui représente spécialement la vie des quartiers. C'est clairement le cas. Et si tu prends la plupart des gros sorties de cette année-là, de 2025 par exemple, bon, bah, c'est pas une musique...
populaire. C'est une musique populaire dans le sens où elle est écoutée par énormément de gens, mais c'est pas une musique du peuple. Bah, on aime la musique produite et réalisée majoritairement par des Noirs et des Arabes, mais on n'aime toujours pas les Noirs et les Arabes. Tout à fait. Non mais ça c'est aussi. Non mais ça c'est aussi et exactement. Mec. C'est-à-dire que quand on dit, je sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais quand on dit oui le rap c'est la nouvelle pop, c'est une bêtise parce qu'en fait les milieux institutionnels regardent encore le rap. Avec mépris. C'est-à-dire que t'as très peu, t'as très peu de rappeurs récompensés, t'as très peu de rappeurs dans les médias mainstream, il y en a très peu. Donc en fait, tu vois pas de rappeurs à la télé, dans les victoires, tu vois très peu de rappeurs à la radio, à part sur la radio rap qui s'appelle Skyrock, mais à part sur la radio rap. Donc la réalité, c'est que, moi c'est ce que je dis, tu vas dans le Werenoi par exemple, c'est incroyable ce qui se passe autour de lui. Ça fait 2 années de suite que c'est l'artiste qui vend le plus d'albums en France. Je pense, tu demandes aux Français qui est le plus connu entre Werenoi et Louane. Louane est le plus identifié. Et big up à Louane d'ailleurs, qui est une artiste, tu vois. Mais il y a quand même, entre le rappeur l'artiste numéro 1 du pays en termes de chiffres, je pense qu'il y a toute une partie de la France qui ne sait pas qui c'est, bien sûr. Il y a encore un rejet. Complètement. Est-ce que tu as une dernière question, Samir? Moi, c'est finito. Non, franchement, non. Non, juste remercier Mehdi. Et ouais, s'il y a un rappeur qui ne rappe plus et tu pouvais avoir le pouvoir de lui faire à part Fab. Ouais. Non, mais Salif. Évidemment, vu qu'il rappe plus. Mais Salif, j'aimerais même faire une interview avec lui, mais c'est mort, ça n'arrivera pas. Mais Salif, je dirais Salif. Et Morsaille. Il rappe plus, mais en fait, il peut rapper, lui. Il est pas le meilleur. Il a un gros big up à Morsaille, je l'adore. Peut-être t'as jamais pu l'interroger. Non, on n'a jamais rien fait. Merci Mehdi. Merci à vous, merci beaucoup. Merci l'équipe. Dis-moi, est-ce qu'on a été plus boomer que France Culture? Non, mais vous avez été très bon. Vous avez été très bon. Je rappelle, le rap a gagné à quel prix? 14 € à la fabrique. Ça va, 14 balles, ça va, Mehdi. Donc 14 € aux éditions La Fabrique. Allez l'acheter, comme ça il écrira d'autres livres. Ouais. T'as encore des choses à dire quand même. Peut-être, on verra. On verra. Sur le rap, je sais pas. Si vous voulez d'autres livres sur le rap et tout, il faut soutenir ce livre. Donc voilà, le rap a gagné à quel prix? Merci à toi, Mehdi. Merci beaucoup, merci on à te vous. retrouve. Je veux dire, ça sert à rien qu'on te fasse ta promo, quoi. Bah, Comme d'habitude, les gens sur Apple, voilà, sur Insta, sur ta chaîne YouTube. Je crois que tu seras peut-être avec nous. Non, c'est pas. Pour l'instant, on n'a pas encore discuté. D'accord. Et il y a. Je me sens obligé de dire oui du coup maintenant. Oui, je sais pas de quoi on parle. avec nous. Ok. il y a le Ciné Club le 3 mai avec Kanaki, Lumière sur Qui est cette l'ombre personne coloniale de la France. C'est quoi? C'est un film? C'est un documentaire. C'est un documentaire? Tu peux nous le prononcer? Bien sûr, One Yacht. Bravo. Sur une terre de la République. Donc ça sera le 3 mai. Ciné Club. Et c'est toi qui m'as parlé? Comment? C'est toi tu as Notamment, il y aura d'autres. Non, il y aura d'autres personnes. Non, il y aura d'autres personnes. Ça va? Il y aura d'autres C'est personnes. les Je Palestiniens. serai pas tout seul. D'accord. Donc comme d'habitude, film. Et ensuite, l'université d'été du QG des coloniales. Pensez le pouvoir et l'hégémonie avec Fanon et Gramsci. Donc inscrivez-vous. Voilà, on peut d'ores et déjà s'inscrire. Inscrivez-vous, Et également à la soirée Ciné Club, on peut également s'inscrire. Eh ben écoutez, merci à tous. C'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, encore vraiment. à toi, Maïzi. Merci à vous. C'était trop cool. Je t'appelle pas Mehdi parce que je suis professionnel, mais dans la vraie vie, maintenant on s'appelle Mehdi. Pour moi, on est des frères pour moi. Le M. Bah, merci à toi et on se retrouve nous dans quelques instants pour la prochaine émission. À très vite. Palestine.